une remarque. Les lycéens de 2018 vont un peu essuyer les plâtres. Il faut juste espérer que Parcoursup va pas se transformer en parcours du combattant pour l'orientation future dans l'enseignement supérieur. Alors je sais que on a la critique facile sur le dispositif d'APB. Il faut savoir quand même que ça marchait globalement bien. Ça marchait pas pour les filières en tension. Oui, du coup, avec le tirage au sort. Avec le tirage au sort, oui, qui était vivement critiqué. De tirage au sort, on l'avait nous-mêmes dénoncé il y a quelques années. Mais le risque avec Parcoursup, c'est d'avoir finalement, on va en reparler, une sélection pour les filières en tension, c'est sûr, elle existera, mais une sélection déguisée aussi pour les autres filières ouvertes. Et ça, c'est plus inquiétant. Le chiffre de 60% d'échecs, bon, je sais qu'il est beaucoup utilisé par la ministre Vidal. C'est un chiffre national. Est un peu plus complexe parce qu'il y a aussi des étudiants qui sont orientés par défaut, malheureusement, ça il faut le corriger. Il y a des étudiants qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur de façon administrative, mais qui participent qu'au partiel, mais qui ne sont là que pour avoir le statut d'étudiant, malheureusement. Et puis il y a des étudiants qui sont là en attente, par exemple, de la préparation d'un concours à fonction publique. Moi, je veux retenir un autre chiffre. C'est au bout de 6 ans, il y a aujourd'hui 80% des étudiants qui ont un diplôme. Et aujourd'hui, le diplôme, c'est l'assurance contre le chômage. Les jeunes qui n'ont pas de diplôme aujourd'hui, c'est 50% de chômage. Ceux qui ont un diplôme, c'est 10% de chômage. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est une meilleure orientation préalable. Ça commence dès le collège avec de l'information. Oui, justement. Oui, ça se poursuit au lycée. Absolument. Je voulais vous demander ce que vous disiez sur les chiffres. Effectivement, il faut pas s'arrêter à ça parce que c'est pareil. On a tendance très souvent à pointer du doigt notre système de l'enseignement supérieur, mais il y a des chiffres de l'OCDE qui montrent quand même qu'effectivement 80% des élèves qui sortent de l'enseignement supérieur sortent diplômés. La moyenne de l'OCDE, c'est 68%. Donc il faut pas toujours faire non plus une critique trop forte de nos systèmes. Alors bien sûr, il y a les taux d'échec sont forts, mais comme on l'a dit, des fois il faut faire attention parce qu'on mélange dans un même chiffre des situations complètement différentes. Et puis d'autre part, pour rebondir sur une des choses qui ont été dites au début sur le fait que Parcoursup allait être quelque chose de nouveau par rapport à une meilleure chose par rapport à ce qui était avant, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit parce que ce n'est pas APB le problème et le tirage au sort venait pas d'APB. Le tirage au sort venait du fait qu'il n'y avait pas assez de place dans certaines filières et que donc ces élèves-là ne trouvaient pas leur place. Et donc le problème, c'est avant tout les moyens à l'université et les places qui sont ouvertes à l'université et pas tellement le nom de la plateforme ou la façon dont on y procède. Et par contre, ce qui est en train de se mettre là, c'est effectivement une forme de sélection. Alors après qu'il y a un travail d'orientation, c'est important. Qu'il y a un travail de conseil, c'est important. Régis Juanico, est-ce que du coup on va pas vers une mise en concurrence quelque part aussi des universités derrière tout ça, un système d'université à plusieurs vitesses quelque part? Oui, à plusieurs vitesses et en fonction du nombre d'universités d'ailleurs, c'est pas simplement à 2 vitesses. Quand on a fait le recours au Conseil constitutionnel, c'est le risque que nous avons pointé avec le groupe de gauche à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir une inégalité aujourd'hui d'accès à l'enseignement supérieur. Avant, c'était relativement simple. Bon, vous aviez le bac, c'était votre passeport pour rentrer selon vos souhaits, vos demandes dans l'enseignement supérieur. Là, la philosophie change. Il n'y a pas qu'une question de précipitation de réforme. C'est-à-dire qu'on va laisser quand même une très très forte latitude aux établissements d'enseignement supérieur, finalement, de sélectionner, de faire le tri d'un certain nombre de lycéens, pas forcément par rapport aux attendus, mais aussi par rapport à leur dossier, notes, première, terminale, un certain nombre aussi d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte. Et il faut savoir que le texte a été durci, à la fois au Sénat et puis ensuite par la majorité parlementaire En Marche, si bien que on dit que les capacités d'accueil dans l'enseignement supérieur seront définies à l'avenir aussi, en fonction aussi des perspectives d'insertion professionnelle, en plus du projet de formation du lycéen et futur étudiant, et bien évidemment des projets d'établissement supérieur. Et on a affaibli le pouvoir des recteurs qui étaient là, vous savez, dans les commissions de procédures complémentaires, pour ceux qui auront une réponse oui en attente et qui seront au bout de la procédure, qu'elles puissent quand même avoir une place dans l'enseignement supérieur. On a affaibli leur pouvoir et c'est vrai que les universités auront beaucoup plus de latitude pour choisir ou pas, et on va décourager quand même beaucoup d'étudiants ou de lycéens, et je veux le dire quand même, plutôt ceux des catégories modestes ou des filières professionnelles ou technologiques, et ça c'est un risque qui est considérable. Vous êtes d'accord avec ça, Laura, aussi, des inégalités Oui, tout à fait. Déjà, il existe une forme de, pas de déterminisme social, mais très souvent, on voit que des personnes, c'est pas les personnes... Comment expliquer ça ?
Ok, je vais juste prendre un exemple tout simple du WICI justement qui est très intéressant parce qu'on a un WICI donc soit avec des cours supplémentaires pendant l'année, soit avec une année supplémentaire. Le WICI, c'est l'université qui peut répondre oui, si, mais alors il faut que vous fassiez par exemple une remise à niveau, prévoir de faire la licence en 4 ans. C'est exactement ça, mais par exemple, même pour ces deux solutions-là, un ou une élève, une étudiante ou un étudiant qui serait dans le supérieur et qui serait des milieux défavorisés, ne pourra certainement pas faire ces horaires-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse travailler pour pouvoir nous payer nos études. Je suis la première aussi concernée et franchement, je ne pourrai pas travailler et d'autres camarades ne pourront pas travailler. Donc ça fait déjà peur. Ensuite, l'année supplémentaire, c'est une année en coût supplémentaire pour nous. On a encore un peu de flou au niveau des bourses, comment ça va se passer. Il faut pas se mentir, on ne sait pas encore si ça va être élargi pour aller jusque cette année ou pas. Et c'est pour ça que je pense vraiment que les inégalités vont être vraiment accrues à ce niveau-là, quoi. Régis Juanico, c'est dans ce sens qu'avec les groupes de gauche à l'Assemblée, vous avez saisi le Conseil constitutionnel, c'était la semaine dernière, pour contester le projet de loi. Qu'est-ce que vous en attendez de ce recours précisément ? Bien évidemment que le Conseil constitutionnel valide nos arguments sur le risque, effectivement, d'avoir une sélection rampante. C'est-à-dire, sélection déguisée, j'ai employé le mot tout à l'heure, mais sélection rampante, c'est-à-dire que petit à petit, par capillarité, elle touche toutes les filières ouvertes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, il faut reconnaître, il y a la moitié des places offertes aujourd'hui, ce sont déjà des filières sélectives. Bon. Mais il ne faudrait pas que ça devienne 80% ou 100%. Donc c'est cette capacité à choisir, finalement. Moi, je crois beaucoup à la question de l'orientation préalable choisie, mais pour ça, il faut développer des dispositifs comme le -3+3 qui permet les échanges entre lycée et université, mais ça demande des moyens financiers et humains très importants. On les a pas pour le moment. Nous voulons donc alerter sur ces risques effectivement de sélection rampante et de découragement d'un certain nombre d'étudiants par rapport au choix de leur filière. Alors beaucoup de choses à dire évidemment, mais l'émission touche déjà presque à sa fin. Je voulais terminer avec vous, Laura, que vous ayez le mot de la fin, pour nous dire, peut-être, on en parlait tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression d'essuyer les plâtres presque sur cette réforme à la rentrée en tant que future étudiante. Il y a beaucoup de réformes qui font de la jeunesse d'aujourd'hui une variable d'ajustement de ce gouvernement. C'est elle qu'on prend pour exemple et qu'on essaye aussi de dire va falloir faire un peu d'effort parce que ça va pas trop là, faut faire des choses. Alors que on voit bien le CICE, il y a toujours de plus en plus d'argent qui rentre dans les mêmes personnes, mais par contre la jeunesse on l'oublie et nous ça nous fait peur. Et nous on est contre ça, c'est certain. Merci beaucoup, merci à tous nos invités pour leur participation.